Bonjour et bienvenue dans Aux avant-postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. En 2050, nous serons 9,8 milliards d'individus sur Terre. Alors certains pays gagneront des habitants, d'autres en perdront. Les gagnants figurent essentiellement parmi les pays en développement. Les perdants sont majoritairement des pays riches. Alors, quelles leçons en tirer ? Faut-il pousser les pays riches à faire des bébés et les autres à limiter leur natalité ? Eh bien, des réponses avec mes deux invités. Césarine Boinet, économiste au Haut Commissariat à la stratégie et au plan, co-autrice d'une note qui vient de paraître intitulée « Baisse de la natalité, adapter les politiques familiales sans normer les choix ». Et Thibaut Prébet, également économiste spécialiste des marchés financiers, qui publie un livre aux éditions du Rocher au titre évocateur « Démographie, la bombe tranquille ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je voudrais qu'on commence par écouter un certain nombre de personnes, 3 exactement. D'abord, vous allez écouter Vladimir Poutine, le président russe. Ensuite, Feu, le pape François. Et enfin, en troisième, l'ancien président sud-coréen. Les 3 s'exprimaient en 2024 et sonnaient l'alerte sur la démographie. On les écoute. Nous avons dit qu'un taux de fécondité de 1,6 enfants par femme n'est pas suffisant, car il représente l'extinction. Les maisons sont remplies d'objets et vides d'enfants, devenant ainsi des lieux très tristes. Le problème de notre monde n'est pas que les enfants ne naissent pas. C'est l'égoïsme, le consumérisme et l'individualisme qui rendent les gens blasés, seuls et malheureux. La question du faible taux de natalité n'est pas quelque chose que nous pouvons traiter en prenant notre temps. Elle peut presque être considérée comme une urgence nationale. Allez, urgence nationale ou pas, Césarine Boinet ? Merci déjà de me recevoir. Je pense que urgence nationale, c'est peut-être un peu fort comme expression. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'inquiéter. Je pense qu'il faut surtout anticiper ces transformations. Et je pense que c'est notamment l'objet de la note. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur ces sujets au commissariat et de comprendre parmi les composantes démographiques ce qui pouvait justement fonctionner et notamment sur la natalité. Alors Thibaut Prébet, bonne ou mauvaise nouvelle, ces taux de natalité, de fécondité qui ralentissent, voire qui chutent? Alors j'irai à l'envers du monde et je dirais que c'est une très bonne nouvelle historique. Pourquoi ? Parce que la fécondité, c'est avant tout l'histoire du progrès. C'est le progrès sanitaire, le progrès technique et enfin le progrès social qui ont permis de donner d'autres voies de vie et de faire baisser la fécondité. Jusqu'au moment où ça peut devenir un problème. En Corée du Sud, c'est évidemment le cas, ça n'est pas partout. Donc voilà, à ce stade, une bonne nouvelle, n'allons pas trop loin. Vous êtes malthusien ? Non, pas du tout, mais c'est juste de se rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, on a une existence d'un choix qui n'existait pas pour une femme au XVe siècle, qui était dans le travail agricole, qui perdait beaucoup d'enfants, donc qui devait en faire beaucoup pour assurer la survie avec des bras pour aider au champ. On est passé dans une vie qui est plus facile, plus de choix, c'est positif, à condition évidemment que ça ne nous mène pas jusqu'à l'extinction. Ouais. Césarine Boinet, donc vous avez travaillé sur cette note. Est-ce que vous avez travaillé à partir de l'affichage annoncé par le président Macron en 2024 aussi sur le réarmement démographique? Assez implicitement, c'est un peu le constat et le point de départ. On a voulu effectivement adresser un petit peu cette question. Ce qu'on s'est dit, c'est on voulait regarder un petit peu donc quels sont les leviers finalement qui fonctionnent sur la natalité, et à partir de ça, on a regardé. Donc c'est quand même assez multicausal. Donc on a vraiment voulu se focaliser sur la politique familiale. On a regardé à l'aune de la littérature ce qui fonctionnait ou pas. Donc on a analysé ces 3 leviers que sont les prestations financières et la fiscalité d'un côté, l'accueil du jeune enfant et les congés liés à la naissance. Et on a regardé ce qui fonctionnait ou pas, comment on répartissait notre effort financier parmi ces 3 leviers. Et les conclusions sont plutôt dans un sens qui disent que finalement, c'est pas ça qui va changer, voire inverser la tendance. Si j'en crois votre bouquin, quand je l'ai lu, Thibaut Prébet, vous trouvez anachronique le fait qu'on mette des politiques de natalité encore plus. Vous dites c'est une chance, donc ça ne sert à rien de mettre de l'argent dessus.
Il n'y a pas que, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont pas de problème budgétaire, ce qui est notre cas. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que l'excuse de dire on va relancer la fécondité, c'est aussi, quelque part, éviter de prendre en compte nos difficultés financières en se disant on va faire des enfants, ça réglera le problème de retraite. Et donc, c'est une ode à l'inaction. L'enfant, c'est la croissance que vous dites au début du livre. Moi, je prends bien cette métaphore de dire si vous sortez de chez vous et qu'il pleut, vous pouvez prendre un parapluie ou faire une incantation au soleil. J'ai rien contre l'incantation au soleil, mais si on peut aussi prendre un parapluie, c'est pas mal. Et puis, effectivement, être un peu concret, il y a 195 pays au monde, il y en a 185 où la fécondité a baissé dans les 5 dernières années, et on ne trouve pas de solution très positive. Ça n'empêche pas de chercher, mais il faut être lucide sur le fait que ça ne peut pas remplacer une politique budgétaire. Césarine Boinet, justement, dans votre approche avec cette note, il y a une approche comparative. Oui. Alors, est-ce qu'on fait moins bien, mieux que les autres? C'est essentiellement en Europe, hein. Oui, on travaille beaucoup sur les pays européens. On travaille sur des pays européens qui ont des approches différentes. Donc, on est parti d'une sorte de typologie des approches. Donc, il y a des pays qui ont des approches explicitement natalistes, donc avec un taux affiché de relance des naissances, ce qui est moins le cas, par exemple, pour la France, qui a une approche plutôt hybride, et des pays qui ont plutôt une approche de conciliation, donc qui favorisent l'égalité de genre et qui ont des résultats un petit peu meilleurs. Qui c'est qui est en pointe pour aller avoir un gros taux de natalité en Europe? C'est difficile de prédire, parce que c'est encore une fois... Oui, mais qui a des politiques justement pour relancer... Très nataliste, vous dites. La Hongrie, par exemple. On a beaucoup regardé le cas de la Hongrie, où en fait, il y a vraiment une politique qui est très axée sur la politique du chèque, mais qui est... Justement, c'est pour ça qu'on appuie là-dessus et qu'on dit qu'il ne faut pas normer les choix. Ce type de politique s'accompagne très souvent d'un discours normatif sur la famille et sur un modèle familial en particulier. Mais est-ce que ça marche? Non. Ah, même pas? Non, ça a fonctionné. En fait, ces politiques, elles ont surtout un effet qui est transitoire et qui ravance le calendrier des naissances. Donc, c'est plutôt pour les familles qui avaient déjà prévu d'avoir des enfants qui se disent, voilà, finalement, c'est peut-être plus simple d'en avoir un maintenant parce qu'il y a un chèque, un pré-bébé, etc. Mais finalement, on voit que la Hongrie a un taux de fécondité qui s'effondre à nouveau. Donc, dans le monde, Thibaut Prébès, ça marche pas, les politiques natalistes? Non, ça marche pas. Et d'ailleurs, vous voyez, on se dit toujours, la France, c'est un paradis où les gens se croient en enfer. En Europe, aujourd'hui, la France a le 2e taux de fécondité après la Bulgarie. Donc, tout le monde se dit, c'est un drame. Ça l'est pas. Mais en revanche, on était longtemps, vous savez, un peu ce pays gaulois qui résistait à l'envahisseur de la dénatalité. On était à plus de 2,1 par femme, c'est ça? Non, à plus de 2. 2,1, la dernière fois, c'est 1972. Ça commence à dater un peu, mais on n'était pas loin. Alors que d'autres gens qui étaient passés en dessous à la même date, c'était beaucoup plus enfoncé. On se disait, voilà, on est les résistants. Et puis là, l'invasion de la dénatalité commence à arriver. Donc en fait, tous les politiques commencent à se dire, est-ce qu'il n'y a pas une petite potion magique nataliste pour nous sauver? En réalité, effectivement, il n'y a rien de très très convaincant. Il faut rappeler qu'il y a un seul pays développé qui est au-dessus des 2 enfants par femme, qui est Israël, qui fait beaucoup l'actualité. Mais le problème, c'est que là, on est quasiment à 3. Et le gap en dessous jusqu'à la France, qui est toujours 2e ou 3e, il est colossal. Donc on voit bien que s'il y avait des solutions qui marchaient, d'autres que nous l'auraient sans doute trouvé. Alors, je vous propose de regarder là des chiffres. Les premiers, ce sont donc le nombre d'enfants par femme et par continent en 1950. Regardez, l'Amérique du Nord est à 2,97, l'Afrique 6,59, etc. On est donc au-dessus des 2,1 de renouvellement de la population. Maintenant, on va voir les mêmes chiffres, mais en 2023. Regardez, là, ça chute. 1,6 Amérique du Nord, 1,4 Europe, 4,7 même en Afrique, la chute est claire. Donc Thibaut Prébeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tendance et qu'il faut l'accepter. En fait, il y a 2 sujets très différents dans cette tendance. Il y a ce qu'on appelle la tendance de transition démographique, qui est à quel moment on passe d'une société qui faisait 6 enfants par femme pour en garder 2, parce qu'il y avait beaucoup de décès, à une société qui fait 2 enfants pour en garder 2, ce qui est strictement mieux. Donc ça, c'est la phase positive. Il y a beaucoup de pays africains qui sont encore là-dedans. Tous les autres ont à peu près fini cette étape-là. Et puis il y a la 2e étape où les progrès sociaux, le fait de repousser le désir d'enfant, fait qu'on va en dessous. Et avec une inconnue, sauf éventuellement en Corée du Sud, des pays comme ça où on est déjà trop bas, c'est que comme on fait les enfants de plus en plus tard, on ne sait pas encore tout à fait si on est en train juste de repousser ou si on en fait vraiment moins. C'est-à-dire qu'il y a, selon les pays, encore un peu une incertitude de savoir quel est le point d'arrivée. Ce qui est sûr, c'est qu'on en fait moins partout. Et ça va, et c'est intéressant pour tous les sujets type migratoire, de plus en plus vite en Afrique. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on se disait que le Nigeria finirait à 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, on parle de moins de 450 millions. Donc en fait, la zone où ça rebaisse le plus vite aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc ça montre bien ce côté très homogène, évidemment, qui n'est pas facile à contrarier pour ceux qui le veulent. Donc moi, j'ai entendu tous
et un peu n'importe quoi sur la démographie mondiale. Vous vous souvenez, on nous a dit qu'on atteindrait les 10 milliards sans aucun souci en 2050. Puis après, on nous a dit que ça devrait chuter. Il y a même des études qui montrent qu'on devrait chuter à 5 milliards. Est-ce qu'on peut y voir un peu clair là-dessus, Césarine Boinet ? Alors, les récentes projections de l'ONU disent que finalement, on atteindrait un pic de la population vers 2080. On serait à combien ? On serait à 8 milliards, je crois. Ah oui, donc c'est pas du tout les 10 voilà, dont on nous a parlé. Bon, ça reste des projections, et les projections sont assez incertaines. On ne va pas rentrer dans des constats méthodaux, mais effectivement, les projections, c'est plutôt difficile à anticiper, puisque ça repose sur beaucoup d'hypothèses. Finalement, on voit que ce qu'on sait, finalement, c'est qu'il y a une croissance de la population qui existe. On ne sait juste pas quand, finalement, cette croissance va s'arrêter, et qu'il faut justement l'anticiper. Moi, je pense que c'est ça qui est assez important à noter. Ouais. Et donc, d'un point de vue économique, non, ce que je voudrais rappeler, c'est le côté complètement inéluctable de la chose. Prenons l'exemple de la Chine. Quand vous faites un enfant par femme pendant 2 générations, en fait, votre deuxième génération, elle est 4 fois moins nombreuse que celle d'avant. Donc, de toute façon, c'est déjà écrit. Et si vous voulez compenser ça, il faudrait faire 8 enfants par femme pour le requadrupler. Donc, vous voyez bien qu'en fait, quelque part, le sujet est déjà écrit. Et ça se voit par ce vieillissement de la population. Économiquement, il n'y a rien de dramatique. C'est juste une autre structure. On a été moins nombreux par le passé. Ça n'a pas été un drame. En revanche, sur les modèles sociaux, ça implique de proposer quelque chose qui est résilient avec un vieillissement de la population. Et ça, c'est vraiment un sujet qui demande beaucoup de travail et beaucoup de lucidité, ce qui n'est pas toujours facile, parce que d'un point de vue électoral, c'est plus facile de dire qu'il n'y a pas d'effort à faire pour être élu. Et donc, Césarine Boinet, l'objectif de votre note, c'est quoi ? Fondamentalement, c'est de pousser à la natalité ou c'est d'accepter et de faire avec ? Nous, ce qu'on préconise, c'est de dire que ceux qui veulent des enfants, il faut lever les contraintes, en fait, finalement, qui empêchent les individus d'avoir des enfants, mais qu'il ne faut pas normer les choix, et que si certains individus... Mais pour vous, les contraintes sont économiques ? Les contraintes sont majoritairement économiques, mais elles sont plutôt organisationnelles, elles sont multifactorielles. Aujourd'hui, on a du mal à savoir quelle est la cause principale de la baisse de la natalité. Il y en a beaucoup qui s'entrechoquent, beaucoup qui sont très, très corrélées, finalement. Ça peut être des questions de logement, des questions d'emploi. C'est des questions qui sont plus larges que la politique familiale et qu'on traite moins dans la note. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est que l'incertitude autour de la naissance, c'est quelque chose qui contribue à certainement le retard ou le report de la décision, et c'est là qu'on agit. Je pense aussi que ce qu'on veut montrer dans cette note, c'est que la natalité, c'est pas la simple composante de la démographie, qu'il faut anticiper ces transformations, et qu'il faut aussi penser aux migrations à venir, et de ce fait, ouvrir le débat sur ce sujet. Oui, là, en effet, vous ouvrez un débat qui va être très chaud dans les mois qui viennent, notamment pour les présidentielles. Donc, Thibaut Prébet, l'alternative, c'est l'immigration, c'est la migration ? Alors pas forcément, parce qu'en fait, on a une vision qui est un peu datée de l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde qui était un monde manufacturier, qui est en train de se transformer en un monde très digital, dans un monde très digital, si vous avez besoin que quelqu'un travaille pour vous, vous n'avez pas forcément besoin qu'il vienne vivre avec vous. Oui, mais on veut réindustrialiser en même temps. Mais la réindustrialisation, pour moi, c'est un mythe, parce qu'on va aller vers une désindustrialisation mondiale. Et il faut comprendre qu'une entreprise, elle ouvre une usine quand ses capacités sont pleines. Elle ne va pas délocaliser une usine, ça coûte trop cher. Et donc, comme l'industrie n'est pas dans une dynamique, parce que souvent, la production industrielle, elle est liée au nombre de consommateurs. Donc, si le nombre de consommateurs commence à baisser, c'est moins évident. Donc moi, je crois que l'industrialisation, ça n'existe pas tellement. Je pense que l'immigration est un gros sujet, mais je crois aussi que tous les pays vont en avoir besoin. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas plus aller vers une concurrence pour attirer l'immigration quand tout le monde en aura besoin, plutôt que de simplement dire, moi j'en veux tant, j'en aurai tant. Et ça, c'est un sujet qui est très important. On l'a vu en Suisse, par exemple, on se pose beaucoup de questions là-dessus, heureusement, s'il faut limiter la population. D'un autre côté, il y a d'autres pays qui... Ça a été refusé, donc par référendum. Et puis, c'est un narratif très politique. Je vous donne un exemple sur la note du Conseil d'orientation des retraites qui est très amusant. Aujourd'hui, on parle de 2,7 de seuil migratoire par 1000 habitants en France. Donc, c'est pas énorme, 2,8. Au Japon, on est à 2,7, alors que c'est un pays qui est vu comme étant extrêmement anti-immigré. Ouais. Et compte tenu de la baisse du seuil naturel, ça veut dire que la population immigrée augmente beaucoup plus vite au Japon qu'en France. Donc, en réalité, on rentre dans quelque chose qui est très politique et qui se frotte à l'économie. On l'a vu, par exemple, en Italie, où on nous a vendu la fin des personnes en situation régulière. On n'avait pas compris que c'était en les régularisant toutes. Donc, vous voyez, en fait, ce débat, il va être très compliqué parce qu'il y a ce qu'on veut vendre d'un point de vue électoral et la réalité du besoin économique, et les deux vont s'entrechoquer dans l'année à venir de manière assez violente. Et d'ailleurs, l'Italie qui enregistre plus d'entrées de migration que de naissances l'année dernière. Donc alors, Césarine Boinet, sur quoi il faut mettre l'accent pour qu'il y ait plus de bébés ?
Les crèches, Alors- l'accueil des enfants par des assistantes maternelles. En tout cas, dans la vision vraiment politique familiale qu'on a traitée dans la note, nous, ce dont on se rend compte, c'est que une politique qui est cohérente et qui articule des modes de garde accessibles, de qualité et des congés qui sont relativement courts, bien indemnisés et qui favorisent l'implication des deux parents, c'est ce qui fonctionne le mieux dans la littérature. D'accord. Thibaut Prébet, vous avez parlé du modèle social. Alors, on part sur l'hypothèse qu'en effet, tout ça, la population va diminuer. Quel modèle social est adapté à ce niveau de population ? En fait, tous les modèles sociaux peuvent s'envisager. Le seul sujet, c'est de comprendre qu'on va avoir des recettes qui vont baisser, des dépenses qui vont augmenter, donc il faut réajuster. Et là, on a une chance incroyable. C'est que dans les prévisions, encore une fois, qui ont été faites statistiquement par l'INSEE, Conseil d'orientation des retraites, on voit que la durée de vie va augmenter, mais de manière complètement étonnante, et à l'inverse de ce qu'on connaissait avant, la durée de vie en bonne santé va plus augmenter que la durée de vie. Ce qui veut dire que la logique de pouvoir travailler plus, on le comprend bien, on a des métiers qui sont moins pénibles, on a une meilleure santé, en fait, vont permettre. Donc, en fait, il faut juste se dire qu'on ne va pas vivre plus vieux qu'avant, on va vivre plus longtemps. Et donc, par contre, il faut équilibrer la durée d'activité avec la durée de retraite différemment. Et là où c'est crucial... Donc, plus de travail. Plus de travail. Une retraite beaucoup plus tard. Exactement. Mais vous savez que ça ne va pas passer forcément, ça. Mais c'est un vrai sujet parce que la réalité, c'est que la problématique de la santé est la même, puisqu'on a moins de cotisants, plus de gens qui vont toucher, mais avec un problème, c'est que la technologie peut nous aider. Peut-être que des robots travailleront pour nous. Par contre, à chaque fois qu'on va des maladies graves, ça veut dire que dans la vie, on va pouvoir avoir 2, 3, 4 traitements très lourds. Donc l'équation économique de la santé va être rendue plus difficile par la technologie. Si on n'arrive déjà pas à se frotter à celle de la retraite, on va être dans la galère, donc on n'a pas trop de choix. Et d'ailleurs, tous les gens autour de nous ont déjà fait le même, qui est d'allonger la durée de travail. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Césarine Bonnet, vous travaillez aussi sur le modèle social avec une population qui diminue ? Oui, au commissariat à la stratégie et au plan, on a un grand exercice prospectif qui s'appelle France 2035, France 2050, qui est à paraître. Et on travaille notamment dans le cadre d'un chapitre sur la démographie. On imagine la France à horizon 2035 et à horizon 2050. Quelle sera cette France ? Quels sont les grands enjeux que la démographie, telle qu'on la connaît avec les nouvelles projections de l'INSEE, va connaître ? Et du coup, quelles sont les recommandations qu'on doit tirer pour agir au plus vite Et on change de modèle social ou pas alors ? C'est pas nécessairement ce qu'on préconise, mais je vous laisserai lire le rapport quand il sera sorti. Et puis, et en tout cas, on préconise beaucoup de travailler sur des questions d'intégration, des questions... d'intégration pour éviter la ségrégation sociale. On travaille beaucoup sur les questions notamment liées au vieillissement de la population, en bonne santé. On travaille sur les questions de conciliation, sur les nouvelles formes de parentalité, parce que ce sont des choses qu'il faut anticiper, notamment compte tenu de la nouvelle donne démographique qu'on est en train de... Et puis il y a une silver economy, Thibaut Prébet, cette fameuse économie du 3e, voire du 4e âge. Non, vous n'y croyez pas ? Absolument, absolument. C'est un énorme sujet. C'est aussi pour ça que quand vous me parliez de réindustrialiser, j'ai envie de vous dire, il faudra tellement de main-d'œuvre pour aider les personnes âgées, pour s'occuper de la santé, que je ne sais pas où on trouverait cette main-d'œuvre à venir pour réindustrialiser. On parle d'humanoïdes, justement. On parle de robots humanoïdes pour aider les personnes âgées. Oui, c'est ça. Vous savez, ça fait tellement longtemps qu'on doit tous voler et prendre un moto-taxi volant pour partir et que ça arrive quand même pas tant que ça. Moi, je suis toujours dans une idée assez simple. C'est que, quelque part, quand vous êtes comptable, vous faites des prévisions réalistes. Si vous avez des bonnes surprises, c'est cool. Nous, en France, on a tendance toujours à espérer un truc qui est trop optimiste, qui n'arrive jamais. L'ONU aussi, d'ailleurs, avec ses prévisions de population qui sont toujours trop optimistes. Et donc, peut-être qu'on aura une bonne surprise, qu'on n'aura tous pas besoin de travailler. Je serai le premier ravi. Moi, je préfère faire des jeux vidéo chez moi. Et qu'on aura une bonne surprise. Mais si on l'a pas, il est clair qu'on va devoir réinventer une société qui va être principalement tertiaire, beaucoup sur le service à la personne, et que ça va être un sujet central dans l'organisation de nos activités, qui est également source d'opportunités, parce que quand vous avez une entreprise, vous adressez souvent qu'une frange de la population, et celle des retraités est celle qui va le plus augmenter. Donc il est évident que ça va cristalliser une grande partie de l'économie. Merci pour vos réponses à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique Dans le radar. Un livre, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. Aujourd'hui, il s'agit d'un ouvrage, celui de Mayline Camus, fondatrice du cabinet d'intelligence économique Prisme Intelligence. Le livre est intitulé « Dans l'ombre de la décision, le renseignement d'affaires comme arme stratégique », un ouvrage publié aux éditions Erol. Bonjour Mayline Camus. Bonjour Ali. Alors vous êtes une ancienne agent de renseignement du ministère de la Défense, donc vous avez vraiment une pratique de ce que c'est que le renseignement, et maintenant vous êtes dans le privé. Quand j'ai lu votre livre, je me suis encore une fois étonné, après 30 ans d'études de l'intelligence économique, du fait du retard des patrons sur les différentes menaces qui pèsent sur leur entreprise.
C'est vrai que dans un contexte de guerre économique, aujourd'hui, c'est surprenant de se dire qu'on fait face à de nombreuses menaces. Et aujourd'hui, les dirigeants ne savent pas comment les affronter, ni même comment les définir. Et finalement, ce n'est pas vraiment que de leur faute. On a une réalité d'absence de culture de renseignement. Oui, c'est vrai. L'absence de culture du renseignement, de l'anticipation des risques et de la menace qui vient du plus haut niveau de l'État, finalement. Et cette absence de culture, eh bien, évidemment, elle se répercute sur les pratiques d'affaires des dirigeants d'entreprise. Oui, mais en même temps, ça fait plus de 30 ans qu'on parle de ces sujets-là. Et quand on lit votre livre où vous détaillez un cas par cas les différentes attaques que peut subir une entreprise, on a l'impression qu'il y a quand même un côté naïf chez les entrepreneurs. C'est très vrai. Chez les PME, les ETI, finalement, elles ont la tête dans le guidon, elles sont dans l'opérationnel et quand même, elles font face à un nouveau contexte. Ce contexte de guerre économique avec des menaces qui sont hybrides, insaisissables. Oui. C'est difficile de se positionner. Et finalement, à travers cet ouvrage, ce que j'ai voulu faire transpirer, c'est la réalité du terrain. Oui. Ce que traversent vraiment les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise aujourd'hui en France face à cette guerre. Et vous voulez leur apprendre, à travers cette méthodologie, ce que c'est que le renseignement d'affaires. Donc, quand vous leur dites, vous devez vous transformer vous-même en agent de renseignement pour votre entreprise, comment ils réagissent ? Ils sont conscients, ils se disent, effectivement, il y a une solution. La solution, c'est d'être acteur de la guerre économique et d'être, en tant que dirigeant, de devenir acteur de sa propre sécurité économique et des mesures d'anticipation et de protection qu'ils peuvent mettre en place. Aujourd'hui, évidemment, le dirigeant est le responsable de la sécurité économique de son organisation. Ça va de sa responsabilité d'instaurer une culture du renseignement, une culture de l'anticipation dans son entreprise. Finalement, les ordres viennent, comme à l'armée, on dit toujours les ordres viennent de la tête. Finalement, le dirigeant, c'est à lui d'instaurer cela auprès de ses collaborateurs pour pouvoir se protéger, anticiper, avoir un peu ces actes réflexes du combattant pour pouvoir faire face à la menace. Alors, ce qui est vrai, ce qu'il y a dans votre livre, c'est que vous êtes en direct avec ces entrepreneurs, essentiellement beaucoup de start-up, et donc, en effet, ce n'est pas des grandes entreprises où là, c'est sans doute un peu plus organisé. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps aussi, quand ils sont entrepreneurs, de veiller à ces problématiques ? Oui, et même, on parle de start-up, mais les start-up, on va dire qu'elles sont la tête dans le guidon, dans la recherche et développement, dans la croissance, dans la volonté d'aller, conquérir le monde. Et un dirigeant, j'en ai des clients, des dirigeants qui sont plus installés, qui ont leur entreprise depuis de nombreuses années, et qui finalement, eux, dans leur quotidien, ils ne voient pas venir cette guerre économique. Et finalement, aujourd'hui, c'est un petit peu ce réflexe qu'ils doivent avoir. Ils ne voient pas venir, alors que quand même, depuis le premier mandat de Trump, on en parle des guerres commerciales, on est d'accord. Est-ce que le problème aussi, c'est qu'ils ne sont pas soutenus par un appareil d'État qui leur propose justement des guides, des façons d'opérer ? Mais effectivement, c'est assez latent et timide. On va avoir l'appareil d'État qui va aider les entreprises dites stratégiques au niveau national quand même. Mais pour et donc vous êtes seul avec les entrepreneurs, vous, quoi. Et bien après, pour tout le reste, c'est finalement débrouillez-vous dans le sens où c'est à eux de se renseigner sur qu'est-ce qu'il existe comme moyen. Il y a des cabinets, il y a des formations, il y a des sensibilisations, il y a des institutions qui existent. Mais ils doivent aller eux-mêmes les chercher. Et c'est ça qui est difficile. Quand on compare aux États-Unis, eux, ils ont une vraie culture du renseignement. L'État, l'appareil d'État, a investi en termes d'énergie, financier, de lobbying dans cette culture. Donc aujourd'hui, un dirigeant américain est capable de se protéger, de faire attention. Enfin, finalement, il est armé dans cette guerre économique, alors que nous, on est encore avec notre bâton de pèlerin, avec des dirigeants qui n'ont pas le même niveau, finalement, entre les dirigeants d'entreprises stratégiques qui sont qui sont éduqués sur le sujet, et puis ces start-up, ETI, PME, qui, elles, finalement, elles doivent se débrouiller, faire un peu comme elles peuvent. Et l'objectif de l'ouvrage, c'est de leur dire... tout le monde est dans le même panier, mais regardez, il existe des solutions si vous-même, vous prenez un petit peu les devants. C'est vrai que votre ouvrage est très pratico-pratique, avec des exemples que vous avez vécus. Et là, on peut voir en effet comment faire attention à ses associés, à ses partenaires, à sa communication, etc. Donc c'est assez bien détaillé. Qu'est-ce que vous donneriez comme premier conseil à un entrepreneur qui a envie de se poser ces questions-là ? Instaurer une culture du renseignement et de l'anticipation dans son entreprise. C'est-à-dire que ça commence par le dirigeant qui lit l'ouvrage et qui se dit «
finalement, il y a certaines situations que j'ai déjà traversées et que je pourrais les traverser autrement. Et puis la deuxième chose, embarquez vos collaborateurs. On embarque ses équipes parce que c'est très bien d'être protégé. J'ai l'histoire d'un dirigeant qui lui-même était hyper protégé. On ne trouvait aucune faille pour atteindre l'entreprise à travers lui. Néanmoins, ses collaborateurs, et notamment sa secrétaire administrative, elle n'était pas du tout protégée. Il ne l'avait pas embarquée. Donc finalement, on a rectifié le tir. Mais embarquer ses collaborateurs, c'est le premier rempart de protection quand on les embarque avec nous pour se dire ensemble, on fait face à ces nouvelles menaces. Merci beaucoup Maëlyn Camus, merci beaucoup Césarine Boinet, merci beaucoup Thibaut Prébet pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux. Au revoir.